Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Vendredi 13 décembre, après l'heure de midi, Emmanuel Macron a annoncé le nom de son quatrième Premier ministre en un an, François Bayrou. Est-ce qu'on peut donner l'AFP le donne, ça y est, l'agence France-Presse le donne. Emmanuel Macron vient tout juste de nommer François Bayrou. François Bayrou. Cette nomination, très attendue, a été l'occasion d'un coup de théâtre qui a laissé s'installer une petite musique dans les médias dominants. Le Béarnais, convoqué le vendredi matin à 8h30, aurait appris dans son entretien présidentiel qu'il ne serait pas nommé à Matignon. Emmanuel Macron lui aurait préféré un macroniste pur sucre, l'ex-ministre des Armées Sébastien Lecornu. Ce dernier, fidèle des fidèles du président, est aussi bien vu du Rassemblement national et a dîné en secret avec Marine Le Pen. Il fait ainsi office d'agent de liaison avec le parti d'extrême droite. Cette option n'était cependant pas au goût du professeur de français et maire de Pau, qui aurait piqué une colère primo-ministérielle et menacé le président de retirer le modem de l'alliance qui le soutient. François Bayrou serait ainsi cette espèce de résistant insoupçonné, capable de tenir le président à distance pour s'imposer à lui, voire lui imposer une forme de cohabitation. Ce discours avancé par les soutiens du Premier ministre est une vue de l'esprit. Après l'échec cuisant de Michel Barnier, Bayrou est-il vraiment une chance pour notre démocratie, le souffle d'indépendance que les journalistes voient en lui? Ou bien un macroniste convaincu, nommé par Emmanuel Macron, qui montre une fois encore le visage d'un monarque enlisé pendant que la République coule? Décryptage dans cet épisode express de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Avec Michel Barnier, les journalistes se sont un peu plantés. Présenté comme un grand négociateur et apaiseur des conflits parlementaires, il s'est particulièrement mal conduit pour le budget. Il a refusé de négocier, déserté les commissions et les séances pour faire barrage au dernier moment et renvoyer son projet au Sénat. Finalement, assez amer de son expérience, Michel Barnier n'a pas beaucoup montré l'humilité qu'il revendiquait au début. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre, cette nouvelle page avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je le dis avec humilité. Quand il a été temps pour lui de partir, il n'a admis aucune erreur ni regretté aucune stratégie. La motion de censure, c'était pas sa faute, mais celle des oppositions. Je savais depuis le premier jour, le 5 septembre, que le temps de mon gouvernement était compté. Sous la menace d'une alliance improbable entre des forces politiques que tout oppose, mais réunies dans des circonstances, dans une volonté de blocage et de confusion. Michel Barnier ne se pose pas vraiment la question de savoir pourquoi deux forces que tout oppose se retrouvent pour le censurer. Certes, le RN et le NFP sont des oppositions plus ou moins constructives avec les macronistes, mais les faits sont là. Michel Barnier n'est pas parvenu à convaincre les députés de lui renouveler la confiance et, comme dans tout régime parlementaire, un gouvernement sans confiance doit partir. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Le glissement du gouvernement Barnier, qui se drapait au début dans le respect et l'humilité face à une assemblée qu'il ne contrôlait pas, s'est vite muté dans une arrogance gouvernementale assez classique. Michel Barnier a engagé le 49.3 sur le projet de financement de la Sécu sans s'assurer d'un fort soutien parlementaire. Il a déserté toutes les instances parlementaires de négociation où il n'était pas majoritaire. Cette arrogance gouvernementale ne pouvait mener qu'à une censure qu'il a lui-même provoquée. Il est vrai que les parlementaires français n'ont pas encore adopté la culture de coalition qui peut se trouver dans d'autres pays européens. En revanche, ce qui est tout aussi certain, c'est que nos gouvernements non plus n'ont pas encore adopté la culture gouvernementale du compromis qui se trouve dans les autres pays européens. La chute de Barnier, devenue inévitable après avoir engagé sa responsabilité sur un PLFSS dont personne ne voulait, a conduit Emmanuel Macron à devoir nommer François Bayrou. Les services de l'Élysée avaient indiqué que le président pourrait prendre sa décision en 24 heures. Finalement, la seule chose qu'on a eue au bout de 24 heures, c'est une prise de parole insipide d'un président déconnecté nous annonçant l'annonce de la nomination du prochain Premier ministre incessamment sous peu. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. 5 jours plus tard, après des rangs interminables de convocation des partis politiques, sauf RN et LFI, Emmanuel Macron a annoncé mardi 10 décembre qu'il aurait un nom sous 48 heures. Évidemment, 48 heures plus tard, ce nom n'est jamais venu. Mais encore une fois, ce qu'on a eu à la place, c'est l'annonce du Premier ministre pour le lendemain dans la matinée. Et c'est finalement presque à 13 heures que le monarque élyséen fait connaître son choix. Ce sera François Bayrou.
Tenaillé par son allié, Emmanuel Macron aurait ainsi été obligé de renoncer à sa méthode favorite, la main tendue à l'extrême droite. Si Bayrou a réussi à s'imposer au président de la République, il faut dire d'abord que Bayrou et le MoDem ont été la poule aux œufs d'or d'Emmanuel Macron. S'ils ne se sont pas ralliés dès le début de la campagne de 2017 à Emmanuel Macron, ils sont devenus très vite des alliés très fidèles. Je tenais à remercier François Bayrou pour le choix qui a été le sien et la responsabilité qu'il a prise hier. Et je la mesure parce qu'elle n'est pas mince. Elle n'est pas mince sur le plan personnel et sur le plan politique, sur le plan historique aussi. Bayrou est un convaincu du macronisme. Il ne s'en est pas caché lors de la passation de pouvoir. Je veux dire simplement que j'ai deux obsessions. Le deuxième point, qui était l'essentiel de la promesse du président de la République élu en 2017. L'idée qu'on ne pouvait pas se trouver devant un destin dont on n'était plus maître et dans lequel on n'avait aucune chance de progression. Et progresser, Bayrou l'a peu fait. Son plan, c'est de refaire celui de Macron en 2017. Et le discours est coulé dans le même moule. La comparaison est assez cocasse. Attention, ces images peuvent choquer un public sensible ou attaché à la démocratie. Procédez avec précaution. Et notre projet, c'est de faire entrer la France dans le 21e siècle. C'est de faire gagner notre pays. C'est de le faire réussir dans un monde qui se transforme, où les menaces paraissent être partout, mais où les opportunités sont là. Mais avec un engagement clair, que je veux ici redire, partager solennellement avec vous, l'engagement qu'il n'y aura pas de laisser pour compte, que notre devoir c'est en même temps de réussir et faire réussir notre pays, mais c'est de s'assurer que chacune et chacun y trouve sa place. C'est ceux qui ont les codes qui savent comment se diriger. Ceux-là connaissent la carte et ont la boussole pour se diriger dans la vie. Et si vous ne les avez pas, cette carte et cette boussole, ces connaissances, ces réseaux, ces moyens, alors vous vous trouvez aujourd'hui, je le crains, dans une situation qui est moins ouverte qu'elle ne l'était il y a quelques décennies. Ce que Macron a promis, Bayrou le promet aussi. Mais quel crédit donner au MoDem qui soutient un parti au pouvoir depuis 7 ans et qui n'a fait qu'aggraver les inégalités économiques et sociales? Ils clament l'un et l'autre vouloir s'occuper des laissés pour compte. Mais je veux ce soir vous parler des premières batailles. Celle contre le chômage, celle contre précisément tout ce qui assigne à résidence une partie de nos concitoyens dans la société française. Cette bataille que nous devons conduire, la bataille économique et sociale, c'est la première. Et celle-là, nous la gagnerons. Notre devoir de républicain, c'est que nous soyons obsédés pour rendre des chances à ceux qui n'en ont pas. C'est pour moi un devoir sacré. Le devoir sacré, c'était peut-être d'abord de s'opposer aux politiques économiquement inégalitaires et socialement destructives du président qu'il a toujours soutenu. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait... Si je peux, j'essaierai de débarrasser notre vie publique et nos débats des paroles artificielles, des mots dont on a le sentiment qu'ils étaient écrits bien avant qu'on les prononce, et d'ailleurs qu'on aurait pu deviner à l'avance ce qui les prononce allaient dire. Aucune parole artificielle, ni discours préécrit dans cet extrait, bien entendu. Mais les macronistes n'en sont pas à leur première contradiction près, comme revendiquer une moralisation et une transparence de la vie publique en faisant exactement l'inverse. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle. Et c'est sûr qu'aucun obstacle moral ne l'a arrêté depuis 7 ans. En parlant de moralisation de la vie publique, rappelons que François Bayrou sera jugé en appel bientôt dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Alors non, François Bayrou n'est pas l'opposant à Emmanuel Macron qu'on cherche. Et le gouvernement Barnier, si court ait été son exercice, n'a pas été politiquement vain pour Emmanuel Macron. La nomination de François Bayrou à sa suite a été largement vue comme consensuelle, alors que celle de Michel Barnier avait suscité une bronca bien plus virulente. Michel Barnier venait cependant d'un parti qui avait fait la guerre électorale, sans grand succès, à Emmanuel Macron. D'abord, ce que je veux dire, c'est que cette situation de chaos politique, le responsable, c'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron qui a escamoté, du point de vue démocratique malheureusement, 2 campagnes successives, qu'il a amoindries. D'abord la campagne présidentielle, puis ensuite la campagne législative. Et puis ensuite, l'autre responsabilité qu'il porte, c'est le en même temps. C'est le changement de pied permanent. Or, les Français veulent une clarté et ils l'ont sanctionné. François Bayrou, lui, est son allié des débuts. Cette nomination et la relative passivité des partis politiques au nom imposé par Emmanuel Macron a 2 conséquences. Une politique d'une part, mais surtout une conséquence démocratique. Politiquement, Emmanuel Macron a réussi son coup avec Barnier. Désormais, les LR sont, tant bien que mal, soudés au bloc macroniste. Dans la journée de vendredi, Bruno Retailleau a fait ses demandes pour rester au gouvernement. C'est donc la preuve qu'ils sont désormais dans une coalition. De circonstances peut-être, mais une coalition tout de même. Il a une coiffure qui est toute fraîche et donc vraiment c'est important de lui poser les questions. Il est là pour ça, il va vous répondre. D'accord. Parce qu'il faut dire pour Vous voulez que que je lui ça pose, soit- vous voulez que je lui pose une question parce qu'on n'avait pas bien compris. Nous passons notre vie ensemble avec Bruno Retailleau, c'est pour ça qu'il a pu mesurer Dans l'hémicycle ludiquement. Hein. que j'avais pu aller chez le coiffeur à l'heure de la pause méridienne. Avec cette alliance de briques et de brocs du centre et de la droite, le socle commun est bien devenu la première force politique à l'Assemblée. Si la droite conserve ses garanties, nul doute que notre vie politique s'extrémisera et sera la préfiguration du nationalisme à venir. Et alors, la seule chose que la nomination de François Bayrou aura permise, c'est d'obtenir la non-censure du PS et du PCF qui s'y sont montrés ouverts mais sceptiques. Vous avez fixé vendredi des conditions pour la non-censure. Vous avez dit pas d'utilisation du 49.3, pas de dépendance vis-à-vis du Rassemblement national, un plus grand dialogue, une plus grande écoute des partenaires sociaux, mais aussi des élus locaux. Ça, franchement, c'est ce que dit François Bayrou et c'est ce qu'il a dit tout au long de sa vie politique. C'est la question du passage à l'acte. Vous voyez, c'est la question du passage à l'acte. Si François Bayrou est capable de ça, je crois que chacun pourra s'en réjouir. D'avoir un accord de méthode sur le fait qu'il n'y ait ni 49.3, ni motion de censure. Et dans ce cadre-là, oui, je dis que nous sommes prêts à débattre et à défendre les intérêts de la France et du monde du travail. Est-ce que ça signifie donc que vous êtes prêt à travailler avec François Bayrou? Et si oui, sur quel sujet? On verra et on jugera sur pièce. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas vous dire censure a priori. Nous jugerons sur pièce. J'attends que le Premier ministre, M. Bayrou, nous dise clairement qu'il n'y aura pas de 49.3 de sa part, qu'il y aura une volonté donc de construire, de dialogue, et nous ne ferons jamais la politique de la chaise vide. La deuxième conséquence démocratique de cette nomination est bien plus grave. Elle marque l'enlisement d'un monarque toujours plus désespéré et le naufrage de notre République. Le pari de Macron a ainsi bien fonctionné, et il a pu nommer sans être contrarié un homme de confiance de son camp. Il avait été pressenti, tout le monde pensait après, en gros, que c'était parti pour François Bayrou, et il y a eu quelque chose qui a bloqué hier soir. Ça s'est réglé un peu dans la nuit, pas réglé, c'est-à-dire manifestement, Emmanuel Macron a dit à François Bayrou, finalement ça ne sera pas toi. Manifestement, il y a eu une grosse colère de François Bayrou, non pas sur je l'ai mérité, je le vaux bien, ou je sais pas quoi, mais sur très bien, à ce moment-là, le MoDem n'est plus dans la majorité. Le discours médiatique masque un peu la gravité de la situation actuelle. En nommant un proche, un convaincu du macronisme, le président ne fait qu'enfoncer le pays dans la crise. Ce que Barnier n'est pas parvenu à négocier, on voit mal comment Bayrou le pourra. La censure semble être l'horizon de tous ces gouvernements, et chaque fois qu'Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre, il peut reprendre la main. Les courtisans reviennent à l'Élysée, et les luttes intestines reprennent de plus belle. Alors c'est vrai que la Constitution de la Ve République et son article 8 donnent un pouvoir de nomination discrétionnaire au président de la République. Juridiquement, il peut nommer qui il veut. La seule chose qui puisse défaire ce choix, c'est le vote d'une motion de censure par l'Assemblée nationale. Mais rien n'empêche un président de renommer un Premier ministre qui réponde au même cahier des charges que le précédent et qui subisse à son tour le même sort que le précédent, et ainsi de suite. Et c'est ce qui vient de se passer. La coalition dont Michel Barnier est issu est sensiblement la même que celle qui soutient ouvertement François Bayrou. Dans les autres pays d'Europe, cette situation est inconcevable. Sous la Ve République, en théorie, elle est censée être improbable. La Constitution assigne au président de la République un rôle de médiateur et d'arbitre entre les partis. Comme l'article 5 le dit, le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. En 1958, le président était pensé comme la clé de voûte d'une constitution anti-crise, un pôle de stabilité au milieu du marécage parlementaire. Mais dès l'origine, le projet était vicié.
faire reposer sur une personne unique et irresponsable la tâche d'accorder les esprits contrariés était illusoire. Les cauchemars de 1958 se reproduisent aujourd'hui, mais c'est le président qui est fauteur de crise. Par son acharnement à préserver l'héritage de son mandat, Emmanuel Macron a empêché ses soutiens de s'éloigner de sa ligne sans que personne ne puisse le contrôler en retour. Cette impunité toute puissante a aggravé les déséquilibres politiques de la Ve République. La nomination de François Bayrou, quoi qu'il se passe sous son gouvernement, n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie française. Sa nomination est le résultat direct d'une dissolution dont personne ne voulait. Cette dissolution, jamais nous ne l'aurions subie si la Constitution de la Ve République avait été mieux rédigée et que ce pouvoir avait été confié au Premier ministre. Cette nomination, c'est l'exploitation à tout va des possibilités constitutionnelles par un président toujours plus isolé dans l'appareil politique et toujours prêt à un nouveau coup de force pour retenir de ses griffes les quelques onces de pouvoir qui lui restent. Cette nomination, c'est, enfin, la naissance dans la douleur d'une nouvelle coalition instable de la droite et du centre, ceinturée à l'avenir politique d'Emmanuel Macron et suspendue à ses sorties et à ses décisions. Jusqu'en 1958, la machine à crise, c'était le Parlement. Les parlementaires jouaient avec le sort des gouvernements pour faire avancer leurs perspectives personnelles, leur carrière ou leur programme, sans se soucier de la stabilité des institutions. En 2024, la machine à crise, c'est le président de la République. Capable de tout, mais responsable de rien. La présidence de la République est devenue une institution démocratiquement aberrante. Elle met en évidence, sans équivoque, la nécessité de réformer la Ve République. Il n'est pas normal qu'un organe si peu représentatif et tout à fait irresponsable détienne la capacité de modeler la vie politique de la France en dépit de résultats électoraux sans cesse déclinants. Derrière la nomination de François Bayrou, quels que soient ses résultats politiques, se cachent les failles douloureuses de notre République qui sombre. Et ce n'est pas la bonhomie du Béarnais qui y changera grand-chose. Bayrou à Matignon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Comme Macron en 2017, il emploie un langage de la concorde, un peu fumeux et pas toujours très clair. Je sais que les chances de difficulté sont beaucoup plus importantes que les chances de succès. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. Je sais tout ça. Je pense qu'il faut essayer. Et je pense que si on essaie, peut-être pourra-t-on trouver un chemin inédit. Et ce chemin, en tout cas, je sais de quoi il est marqué. Il est marqué de la volonté de réconciliation. Alors oui, ça lui donne un air sympa de prof de français un peu perdu. Il se trouve que, comme tout le monde l'a noté, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV. Comme vous savez, c'est un ami pour moi. C'est un des seuls amis que j'ai eu toute ma vie et un des seuls qui m'ait vraiment donné un coup de main. C'est triste. Triste et un peu inquiétant. Écoutez notre nouveau Premier ministre développer sur Henri IV. Je lui ai consacré beaucoup de livres et c'est une figure très importante. Il a fondé sa rencontre avec la France dans des temps aussi difficiles et plus difficiles que ceux que nous vivons aujourd'hui. Il a fondé cette rencontre sur la nécessité de sortir des guerres stupides ou des guerres secondaires pour se retrouver sur l'essentiel qui est l'avenir du pays. Si je peux, à mon tour, j'essaierai de servir cette réconciliation nécessaire. Et je pense que c'est là le seul chemin possible vers le succès. François Bayrou voit la société actuelle dans un état proche de la guerre civile qui déchira la France entre protestants et catholiques, cette monstruosité qui se déroula au cours du XVIe siècle et qui coûta la vie à plus de 50 000 personnes. Certains avancent même le chiffre de 100 000, et tout ça dans une France presque 4 fois moins peuplée qu'aujourd'hui. Présenter la société française en proie à des divisions aussi violentes que celle du massacre de la Saint-Barthélemy, c'est se préparer à justifier un retour brutal à l'ordre et à la sécurité. Car c'est souvent pour maintenir la paix qu'on fait les guerres les plus violentes. Voilà pour cet épisode. Si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Blast, d'activer la cloche et de faire un tour sur blast-info.fr pour nous soutenir. Dernier point. À l'heure où nous publions cette vidéo, il reste 177 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. Nous, on se retrouve très vite pour décrypter la composition du gouvernement Bayrou dans un prochain épisode de Dissolution. Et d'ici là, on vous laisse avec cette citation. Tant qu'ils ne sont pas fin prêts, les despotes qui préparent la guerre n'ont que le mot de paix à la bouche. Stefan Zweig, Les très riches heures de l'humanité. Partout où elle est fragilisée, rebâtir la nation. Partout où il y a des emportements, de l'insulte, remettre de la sagesse. Et partout où il y a de la division, vouloir l'unité.
partout où les uns cèdent à l'angoisse, vouloir l'espérance.